Non, c'est autre truc, c'est un truc de bobo ce que vous dites là. Ah oui, pourquoi? Vous avez déjà bossé sur un chantier? Non. Moi si. Vous avez déjà bossé à la chaîne en usine de nuit? Non. Moi si. Vous avez déjà dégraissé des moteurs d'avion? Non. C'est une blague. Redescendez. Vous avez le doigt sur la braguette tout le temps. Du moment que vous touchez pas à mes fesses et à mes bras, qu'est-ce qui reste de la présomption d'innocence de Richard Berry? Qu'est-ce qui reste de la présomption d'innocence de PPDA? Il reste quoi? Vous savez, moi je suis avocat, hein. Je veux dire, je m'en tape, hein. Je veux dire, à 20 000 balles par mois, en fait je m'en fous. C'est pas la même chose. Je m'en fous, mais alors mais complètement. C'est-à-dire que mais vraiment à un point incroyable. Tout ça c'est un truc de bobo, tout ça c'est un truc de beauf. Ça me saoule, mais ça me saoule à un point. Moi je vous garantis qu'une de mes filles voulait faire médecine, je m'étais con quoi. Fait du droit, c'est vachement plus rentable. Là tu te fous de ma gueule, là ça va m'énerver quand même au bout d'un moment. Là ça va vraiment m'énerver quand même là. Attends, allume ton cerveau là 2 minutes, réfléchis 2 minutes. Le centre, c'est qui le centre? Je veux dire, ça n'existe pas le centre en fait. Le centre c'est la tiédeur incarnée. Moi je veux dire j'ai vécu à Rome 5 ans, j'aime ces températures où il fait 40 ou alors je vis à Vancouver. Le bobo il est tout sauf pragmatique. Le bobo c'est un type qui rêve le monde. Pour le bobo, l'immigré c'est un type génial. L'islam paradoxalement a peut-être tout compris, si vous voulez. Moi je suis un fervent partisan des sociétés parallèles. C'est-à-dire que je pense qu'il faut mettre fin à ce système de merde et qu'il ne faut surtout pas lutter contre les communautarismes, il faut les encourager. J'ai eu le Covid, j'ai eu l'occasion de découvrir TikTok, mais putain, mais ce truc c'est l'enfer. Je comprends pas que des gens puissent... Mais ce truc, ouais, truc qui passe, on passe. Cette société très symbolique de notre société, qui passe, en fait. Exister, c'est combattre ce qui me nie. Être un éternel cœur rebelle consiste à veiller à ne jamais guérir de sa jeunesse. Préférer se mettre le monde à dos que de se mettre à plat ventre. Savoir que si on ne changera peut-être pas le monde ne nous changera pas. Alors, paladin des causes dites perdues, champion d'un peuple sacrifié, les Français, chevalier servant de la liberté, divisio et d'un dernier chouan, notre ultime zouave pontificale, grand comme Porthos, audacieux comme D'Artagnan, malin comme Aramis et simple comme Athos, mi-outlaw du Far West, mi-condottière de la Renaissance, il a passé sa vie à faire craquer le cadre trop étroit des règles et des frontières. La démesure est sa compagne, la provocation son style, arrogant comme un coq, orgueilleux comme un grand d'Espagne, querelleur comme un Irlandais, il est avant tout un prodigieux terroriste culturel, un défricheur infatigable des sentiers de la liberté, un briseur d'idoles qui ouvrit toutes grandes les fenêtres de cette vieille maison où somnolait la France. Le train d'une vie est souvent le fruit du hasard et la liberté une lanterne sourde dans les ténèbres des déterminations. Alors il a décidé d'écrire sa vie au présent et surtout d'écrire l'histoire avec une majuscule. Fabrice Divisio, bonsoir. Bonsoir. Alors, Fabrice Divisio, on va commencer par un truc très léger, après on va rentrer dans le dur. Mais est-ce qu'au fond, vous êtes éleveur de chevaux et on a l'impression que vous voulez partir élever les chevaux, vous aimez la liberté, la route 66, les beatniks, le Grand Ouest américain. Est-ce que vous n'êtes pas une sorte de cow-boy français? Non, ça... Ouais, un cow-boy bourgeois, ouais. En fait, faut être clair, si vous voulez, c'est vachement facile d'avoir des chevaux quand vous avez l'argent de vous les payer, moyen de vous les payer. Oui. C'est-à-dire que moi j'ai un privilège en fait, hein, pour faire simple. C'est que je choisis mes chevaux, je les paye le prix que je veux, et j'ai pas à me taper tous les ânes, en tout cas au moins en matière équestre. Et donc si vous voulez, il y a toujours un vent de liberté. Oui, effectivement, moi j'ai un projet, hein, qui est un projet réel, je veux dire, qui est de réussir à vendre ce cabinet, ce qui n'est pas gagné, vendre mes parts et me tirer vraiment, faire du cheval à temps plein. Faire du cheval à temps plein avec une de mes filles, qui est une cavalière exceptionnelle. Ouais, c'est un vrai projet, mais comme je ne sais pas si c'est un projet ou si c'est un idéal, mais ce qu'on sait, c'est que c'est compliqué, c'est que vous êtes toujours un peu prisonnier de quelque chose, de toute façon. Et notamment, on est prisonnier, aujourd'hui, je gagne très bien ma vie,
Je gagne très très bien ma vie. Je suis parti de Entre 1%. 18 et 25 000 euros par Ouais, mois. entre 18, c'est même augmenté d'ailleurs. J'ai la fiche fiscale. Voilà, alors, voilà, donc J'ai fait le non, mais contrôle vous hier. imaginez bien qu'avant de gagner 25 000 euros à cheval, ça va prendre un moment quand même. Hein. Faut être honnête, faut être réaliste, quoi. C'est ça le problème. Alors, on pourrait penser que vous aimez le quart d'heure warolien, le quart d'heure de célébrité. Alors, en fait, vous détestez être connu. Vous détestez la célébrité. Vous êtes une sorte de militant. Vous l'êtes connu par hasard, parce que c'est arrivé comme ça. Et vous avez des dingues qui vous menacent, qui vous disent que vous êtes dangereux, que vous avez tué des millions de gens, que vous êtes le fils de Guy Georges. Alors, non, c'est pas que je déteste la notoriété. En fait, je m'en fous. C'est pas la même chose. Et, je ne déteste ni j'aime, ça m'est indifférent, si vous voulez. Je m'en fous, mais complètement. C'est-à-dire que, mais vraiment à un point, ma vie, si vous voulez, elle n'a pas commencé avec la notoriété. La notoriété, elle apporte son lot d'emmerdes, pour faire simple. Son lot d'avantages, je les cherche encore. Mais l'un dans l'autre, je m'en fous. Mais je m'en fous. Il y a un point. J'ai pas changé ni ma manière d'être, ni ma manière de faire, ni ce que je suis à la faveur d'une notoriété de circonstance. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai aucune illusion. Tout ça, encore que je suis en train de douter. Bon, tout ça finira par passer. Oui, enfin quand, je sais pas, mais je me demande si finalement ça va réellement passer à un moment ou à un autre. La notoriété, elle apporte un avantage, en fait, c'est qu'elle vous permet, si vous n'êtes pas trop stupide, d'être la voix, d'être une voix, en fait. Alors souvent, c'est une voix qui crie dans le désert, quand même, hein, mais c'est une voix. La voix des sans-voix. Une voix des sans-voix, même si j'aime pas ça, c'est très, très bizarre de dire ça comme ça. Après, il y a un autre aspect, c'est que, au fond, oui, menacé, oui, mais parce que c'est la société qui est comme ça. Et parce qu'à un moment donné, si vous voulez, s'il y a un truc que notre société veut plus, c'est réfléchir. Moi, vous savez, c'est ce que je m'évertue à répéter depuis 1 an et demi, depuis 2 ans maintenant. Je dis pas aux gens ce qu'ils doivent penser, je m'en fous de ce qu'ils doivent penser. Ils pensent ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Simplement, penser, ça obéit à des règles. Et si vous ne maîtrisez pas ces règles de la pensée, eh bien, pour le coup, vous ne maîtrisez pas les règles de la liberté. Vous ne pouvez pas être libre si vous ne savez pas réfléchir. Vous ne pouvez pas être libre si vous ne savez pas faire un choix, si vous ne savez pas vous poser un certain nombre de questions, et toujours les mêmes, et toujours de la même façon. Et donc, à partir de là, si vous voulez, forcément que quand vous éveillez un minimum les consciences, en aidant les gens, en les poussant dans leur retranchement à réfléchir, ceux qui ne veulent pas réfléchir se sentent menacés. Parce qu'au pays des dogmes, c'est toujours compliqué, finalement, de réfléchir. Soyons clairs, si vous voulez. Dans ce Covid, c'est intéressant. Quand moi, je suis arrivé et que systématiquement, ma méthode a toujours été la même, qui est de dire, OK, tu dis un truc, mais quel est le fondement sur lequel tu le dis? C'est jamais que de la logique aristotélicienne de base. C'est de dire, soyons d'accord sur la définition. Tu m'expliques que c'est dangereux, ok, mettons-nous d'accord sur la définition du danger. Elle commence où? Elle finit où? Et quels sont les éléments qui te permettent de le dire? Donne-moi tes sources. Discutons, n'ayons pas un débat d'opinion, mais ayons un débat, finalement, d'idées. Et l'idée n'est pas l'opinion. Sauf qu'on est passé d'une société de la formation à une société de l'information. Ben, ça, je m'évertue à le dire. Ça, c'est vous qui le dites. Ça, j'arrête pas de le dire. Je vous répète. On est effectivement une société... Alors, je vais même aller plus loin, si vous voulez. On est passé d'une société de la formation, à une société d'information, à une société de la déformation, quelque part, ou de la désinformation. On n'est même plus, si vous voulez, si à la limite on n'était plus formé, bon, on pourrait se dire il y a une espèce de terrain neutre, et j'y reviendrai. Mais c'est pire que ça. C'est pas qu'on n'est pas formé, c'est qu'on est déformé. Puisque aujourd'hui, finalement, le paradigme social, c'est de vous faire croire que vous êtes formé, que vous êtes intelligent, que vous êtes cultivé, mais on vous dit quels sont les paradigmes culturels, sociaux, qui sont les bons, finalement. Donc vous êtes déformé, quelque part. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est désinformé, dans la mesure où on ne cherche plus à avoir un équilibre de l'information, mais à avoir... C'est Schopenhauer, ou c'est du sophisme, comme vous voulez. Je ne suis plus là pour rechercher la vérité, je suis là pour convaincre. Là où, effectivement, pour ma part, et je le revendique haut et fort, je ne cherche à convaincre personne. D'abord parce que la vérité, c'est saint Thomas d'Aquin, elle est toujours une vérité du milieu, c'est toujours vraiment cette médiété. Et ensuite, parce que je m'en fous.
Dire, mais royalement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que je m'évertue à dire sur la vaccination depuis 2 ans. Vaccinez-vous si vous en avez envie. Du moment que vous ne touchez pas à mes fesses et à mes bras, faites ce que vous voulez, quelque part. Là où ça pourrait commencer à me fâcher, c'est si vous commencez à m'imposer quelque chose. Mais sur le plan des paradigmes sociaux, c'est un fait que nous sommes passés d'une société de la formation à une société de l'information, voire de la désinformation. Mais ça ouvre un débat qui n'est pas inintéressant. Si on raisonne en termes de ce que finalement on pourrait appeler, ce que les communicants appellent les opportunités de marché, ça veut dire qu'on a un terrain absolument incroyable sur le plan de la formation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je disais ça à mes enfants récemment, là, mon aîné est en sciences religieuses, ma deuxième passe son bac et ma troisième est en première, et je leur disais, mais vous avez du bol finalement. Parce qu'au royaume des aveugles, les banques sont rois, vous n'avez même plus à avoir vos 2 yeux pour faire du business. Il vous suffit d'avoir un œil. C'est quand dans l'histoire de l'humanité qu'il vous suffisait d'avoir un œil pour finalement faire de l'argent, soyons pragmatiques, soyons simples, pour ouvrir des champs absolument incroyables. Aujourd'hui, il y a un terrain absolument incroyable pour la formation. C'est ça que moi j'ai découvert aussi dans cette crise. Parce que les gens, au bout d'un moment, s'en rendent compte qu'ils sont pris pour des imbéciles. Et donc il y a toujours une minorité qui va chercher à être formée, une minorité qui va se dire « Attends, là, on est en train de m'enfumer, là ». Il y a une espèce de bon sens populaire qui fait qu'à un moment donné, on dit là, on est en train de m'enfumer, là. Mais le problème, c'est que si vous ne donnez pas la réponse à ces gens, et si vous ne leur donnez pas un chemin, en tout cas de réponse, pas la réponse, mais un chemin de réponse, ils vont rester seuls, et ils vont rester seuls dans leur désert, et c'est vos adversaires qui vont occuper le terrain. Aujourd'hui, si vous voulez, on a des adversaires qui occupent merveilleusement le terrain de l'information, le terrain de la formation. C'est nous qui n'avons pas investi ce terrain. Et surtout... les gens vont toujours préférer le confort à la liberté. Et c'est ça ce qui est... Et quand, par exemple, on dit... certains disent il faut faire des référendums d'initiative populaire. On fait des référendums d'initiative populaire en Suisse. Les gens votent pour les conneries, quoi. Les gens votent pour les trucs du gouvernement. Qui est l'imbécile qui peut encore croire que le référendum change quoi que ce soit? Rien. D'abord, quand vous référendum, si jamais d'aventure, celui qui a initié le référendum, la réponse ne lui convient pas, c'est pas grave, il la change, ça va plus vite. Je veux dire, et 2, vous pouvez, si vous voulez, ça c'est un truc qui me fait toujours marrer, ça. Vous voyez, mais ça j'ai l'habitude chez moi. Chez moi, j'ai instauré une règle dans la famille, c'est de dire on est pro-démocratie. Chez moi, il n'y a pas de démocratie. C'est simple, il n'y a pas de démocratie. C'est comme ça, je suis désolé, il n'y a pas d'égalité. Et donc il n'y aura pas de référendum, il y aura des avis simples, pas d'avis conformes. On va effectivement demander votre avis, mais à un moment donné, c'est moi qui vais trancher, quoi. Alors, évidemment, mes enfants, dans leur adolescence, disent encore d'ailleurs, mais en fait, en gros, mon avis, tu t'en fous. C'est une manière de le dire. Tu peux le dire comme ça, mais il y a une autre réalité, c'est que ton avis m'importe, je le prends en compte s'il m'intéresse. Mais c'est ça, on assiste à ça, si vous voulez. Et donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'à un moment donné, oui, bien sûr qu'on privilégie le confort à la liberté, mais parce que on vit aussi dans un mensonge qui est un mensonge absolument incroyable sur le plan historique. Où est-il écrit que l'homme n'a pas, dans cette génération, à se battre pour sa liberté? Historiquement, donnez-moi une époque où des peuples n'aient pas eu à lutter pour leur liberté. Donnez-moi une époque de l'histoire où, effectivement, les hommes, les populations, les peuples n'aient pas eu à lutter pour leur liberté. Alors évidemment, si vous voulez, c'est pas moi qui le dis, c'est Tocqueville, il faut reprendre la démocratie en Amérique, mais au fond, si vous voulez casser une révolte, vous avez 2 options. Ou vous y allez par la force, au risque d'avoir un conflit, et un conflit ouvert dont il faut se donner les moyens, et ça, vous allez comprendre là où je veux en venir, ou alors, deuxième façon, c'est, finalement, vous venez faire comprendre aux gens que leur confort, finalement, se confond avec leur liberté, et tant qu'effectivement, ils feront ce que vous leur dites de faire, ils seront libres, car il se sera confortable pour eux. Mais pour ça, vous savez, moi j'entraîne des chevaux, et c'est très intéressant un cheval. Alors j'ai un niveau qui est le mien, moi j'ai une formation professionnelle aux États-Unis, mais qui est le mien, mais je vois mon entraîneur qui est entraîneur de l'équipe de France, qui est un type intéressant. On a 2 façons d'appréhender les problèmes différentes. Moi, plus le cheval est dingue, notamment les jeunes chevaux à moitié tarés, plus le cheval est dingue, plus je vais contourner l'obstacle. Je vais effectivement au sens littéral, c'est-à-dire que quand il y a une difficulté de dressage, je vais pas aller au clash avec le cheval. Pour une raison très simple, c'est que le cheval, il fait 600 kilos, pas moi, et que s'il a envie de me foutre par terre, il va y arriver.
Parce que je sais quelles sont mes limites. Lui, il n'a pas les miennes de limites. Il monte depuis qu'il a 10 ans, il a monté des milliers de chevaux à moitié tarés. Je veux dire, et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller au clash avec le cheval. Et il va se battre, et se battre jusqu'au bout. Et parfois, c'est violent, hein. Mais finalement, l'un dans l'autre, il va avoir le cheval par épuisement. Mais c'est un pari. Parce que ça, vous avez intérêt à savoir le faire, si vous voulez. Les Chinois peuvent faire ça. Ils peuvent faire ça. Parce qu'ils ont une docilité et ils ont les moyens, par ailleurs, de le faire sur le plan, j'ai envie de dire, sociopolitique. Nous, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas se permettre d'aller au clash, finalement, avec les populations. Et du coup, qu'est-ce que fait l'État? Il fait exactement ce que je fais avec mes chevaux. Je contourne l'obstacle. Et je fais en sorte de faire comprendre à mon cheval que c'est quand même vachement plus confortable pour lui quand il fait ce que je veux. Et dès qu'il a fait ce que je veux, dès qu'il a commencé à donner ce que je veux, hop, je relâche la pression. Et effectivement, du coup, il se dit, ah tiens, quand je fais un truc là, tout à coup, il y a un confort qui arrive. Et donc, il trouve sa liberté dans son confort. Le problème, c'est qu'on n'est pas des chevaux. Le problème, c'est qu'on n'est pas des animaux. C'est tout. On va reparler de votre vocation d'avocat. Et cette idée d'être avocat, c'est pas être un avocat de salon, c'est pas du snobisme, c'est pas défendre des causes dans des petits salons. Vous dites, il n'y a qu'une seule défense, la défense de rupture. Et vous dites, dans un prétoire, il y a des gens, on risque sa vie. On risque 20 ans de prison, on risque 30 ans de prison, on risque une vie. Et là, ça me rappelle Vergès. Est-ce que c'était un modèle pour vous? Parce que la rupture, c'est Vergès. Oui, bien sûr. Vergès a incarné une rupture, c'est incontestable. Maintenant, faut pas se tromper non plus. Vergès était aussi une rupture de salon. Ouais, bien sûr. Faut pas se tromper. C'était aussi un escroc. C'était aussi un escroc, mais ça c'est autre chose. Mais ça, j'en sais rien. Mais le fait est que j'ai assez d'emmerdes comme ça pour pas en rajouter. Mais le fait est que non. Alors c'est Jacques Trémollet de Villers qui écrit ça. Ah, que j'aime beaucoup. Qui écrit dans Les Fleurs du Lys. Il dit un truc assez intéressant quand il parle de Berryer. Il dit le stagiaire qui prête serment à la première chambre doit savoir qu'il sera seul. Seul face à ses juges, seul face à l'opinion, seul face à la presse. Il y a quelque chose de profondément vrai là-dedans. Évidemment que l'avocat, la seule défense, c'est la défense de rupture. Moi, je l'ai toujours dit, d'ailleurs. En tout cas, si vous voulez, il y a deux aspects. C'est d'ailleurs un débat intéressant. L'Ordre des avocats de Paris me poursuit disciplinairement. Je comparais dans le Conseil de discipline dans quelques semaines, parce qu'il trouve que je suis vulgaire, que je suis impétueux. J'ai découvert ce mot, j'aime beaucoup ce mot, l'impétuosité, parce que quand j'ai demandé à mon rapporteur disciplinaire, quand je lui ai dit c'est quoi être impétueux, regardez, il me dit c'est évident. Si c'est évident, définissez-le. Tout de suite, c'est plus compliqué. On trouve qu'effectivement, je m'exprime mal, pour faire simple, et que voilà, j'ai employé des mots je nuis à l'image de la profession. Bon, et c'est intéressant parce que mon système de défense, il est simple en fait. Il est de dire mais je ne suis pas intervenu en tant qu'avocat. Qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis intervenu en tant qu'avocat? Qu'est-ce qui vous permet de dire que lorsque je prends la parole publiquement, je le fais à ce qualité d'avocat? L'avocat, il est circonscrit dans une mission, dans un rôle qui est la défense des gens et pas des causes, au demeurant. La défense des causes, c'est le politique qui le fait. Celui qui défend des gens, c'est l'avocat. Celui qui défend des causes, c'est l'homme politique. C'est le philosophe, c'est qui vous voulez. Mais c'est certainement pas l'avocat. L'avocat, il défend des gens. C'est-à-dire, quand moi, j'ai un mec en face de moi, je plaidais il y a quelques semaines là, pour un très très gros dossier d'agression sexuelle pour le compte d'un professionnel de santé, où le mec, effectivement, a un dossier complètement à charge, complètement. Dire, on est allé au clash, on y est allé violemment, on y est allé méchamment, je me suis mis la cour à dos. Voilà, on n'était pas loin d'appeler les CRS tellement ça a clashé. Mais à la fin de la fin, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai plaidé 2 heures, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai fait débarquer 25 témoins avec une cour qui me dit vous prenez en otage ma cour. J'ai dit madame, pardon, mais on s'est pas compris, hein. Ici, la défense, elle a tous les droits. Donc, mais ça, c'est vrai dans les prétoires, si vous voulez. Et donc, bien sûr qu'il n'existe qu'une seule défense, c'est la défense de rupture pour l'avocat. Bien sûr que moi, la défense de salon, ça n'existe pas. Si vous voulez de la défense de salon, ça s'appelle effectivement de la conciliation. Moi, quand un type comparaît à une audience, quelle qu'elle soit, il y joue sa vie. Ah ouais. Il y joue sa vie, quelle qu'elle soit. Et donc, s'il y a un truc qu'il ne faut pas faire, c'est trop me chercher, quoi. Les types qui me cherchent, en général, s'en souviennent. Et donc, tout ça pour dire que, évidemment que la seule défense est de rupture. Moi, en général, vous savez, je commence toujours mes audiences, souvent, en disant au magistrat, quand ça commence parce que ça peut très vite monter en tension, et je dis, vous savez, cette audience, elle se déroulera comme vous voulez.
C'est vous qui fixez le cadre. Vous êtes chez vous. Si ça se passe bien, ça se passera bien. Mais si jamais vous franchissez une ligne que je ne peux pas vous donner à l'avance, et c'est vous qui devez savoir à quel moment vous la franchissez, ben je vous garantis qu'effectivement ça peut clasher fort. Je me ferai radier et enfermer plutôt que de transiger avec la défense. On ne transige pas avec la défense. Alors évidemment, dans le débat public qui a été le nôtre, durant tous ces 2 ans qui continue de l'être, il y a une autre forme de défense. Et en cela, est-ce que c'est à l'avocat d'incarner cette défense ? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que l'avocat n'est jamais aussi noble que lorsque, d'une certaine façon, il vient publiquement s'indigner de la violation des principes fondamentaux et des libertés fondamentales, lorsqu'il vient, vous le disiez tout à l'heure, être finalement la voix des sans-voix d'une certaine façon, parce que ceux qu'on a enfermés... Parce que, je reviens un instant dessus, mais le confinement, c'est un truc de bobo, quoi. C'est-à-dire que moi, le confinement, mais putain, mais confinez-moi encore. Je veux écrire au président de la République pour dire, mais reconfinez-moi. J'habite dans 300 mètres carrés avec plusieurs hectares. J'ai une société qui gère des chevaux, donc je suis professionnel, je peux y aller quand je veux. Mes clients m'emmerdent plus. Je vais plus au cabinet. Mais ça peut pas être comme ça tout le temps. Ah, évidemment, quand vous vivez dans 50 mètres carrés en banlieue, c'est plus compliqué déjà. Quand vous vivez avec des gamins autistes, tout de suite, c'est plus compliqué. Quand vous avez des gamins qui sont en rupture et le seul lien social qu'ils ont, c'est la collectivité, bah tout à coup, c'est plus compliqué. Alors, forcément, vous savez, la liberté, c'est toujours le même problème. Il y a ceux qui en parlent, et puis il y a ceux qui se la prennent en pleine gueule, et ceux qui se battent pour elle. Et généralement, ceux qui en parlent sont rarement ceux qui se battent pour elle, ou qui subissent les contre-coups de celle-ci. Mais le confinement, il y a des trucs délirants. Il y a Finkielkraut, un grand esprit, qui dit dans des articles, oui, il y a de nouveau des dauphins à Venise, on entend de nouveau les oiseaux chanter, on a de nouveau de l'écologie, les gens se rebellent, alors qu'on est dans une société où les femmes se font battre, où il y a des gangbangs dans des 15 mètres carrés en banlieue, voilà. C'est la culture woke. C'est le wokisme. C'est ce côté... tu vois, on est dans le règne des bobos. On est dans le règne des bobos. Il n'y a rien que j'exècre plus, je pense, que les bobos. J'accepte d'être un bourgeois. J'accepte effectivement qu'on dise de moi que je suis un bourgeois. Je refuse le qualificatif de bobo, en ce que, précisément, je vais vous dire, moi, je vote Mélenchon ou je vote le Rassemblement National, mais je vote rien entre les deux. Et parfois, je vote le Rassemblement National et Mélenchon. Mais successivement. Mais le truc, c'est que, c'est-à-dire qu'à un moment, si vous voulez, tout ça, c'est un truc de bobo, tout ça, c'est un truc de beauf. Ça me saoule, mais ça me saoule à un point. Mais ça me saoule, ce truc. Le confinement, quand on en parlait, je veux dire, vous vous rendez pas compte, là, avec, effectivement, qui venait me voir en disant, il y a quand même un côté très beau, je trouve. Il y a quelque chose de l'ordre du mystère dans le confinement. Mais ta gueule, putain. Quelque chose de l'ordre du mystère. Non, mais tu vas te le prendre en pleine gueule, le mystère, à un moment, tu vas voir. Je dis, bah, tu sais quoi ? Vas-y, va en Seine-Saint-Denis, 50 mètres carrés. Bah, oui, va. Vas-y, va. Tu vas voir le mystère, hein. Le mystère, quand il va te rattraper. C'est toujours le même problème. C'est qu'à un moment, c'est comme le pass, quoi. Les mecs qui disent, non, mais c'est quoi le problème avec le pass ? Je vais essayer de te l'expliquer, mais je suis pas sûr que tu comprennes, d'accord ? On va revenir aux fondamentaux. On te demande un truc, là, un QR code, on te demande un QR code, on te demande même pas, parce que, juste pour l'anecdote, c'est extraordinaire ce truc. Il paraît que c'est sanitaire. Donc moi j'ai joué à un jeu. Je suis arrivé, je dis regardez, moi je suis négatif là. Pas un autotest, un test, je suis négatif. Il dit non, mais vous n'avez pas le QR code. Ah on est bien d'accord, donc c'est en fait mon test, vous vous en tamponnez à cacahuète quoi. Ce qui vous intéresse, c'est juste de me ficher. C'est complotiste. Bah si c'est complotiste, laisse-moi passer. D'ailleurs, vous dites je suis un complotiste. Oui. Maintenant, vous le dites, vous Je suis un complotiste. J'ai fait mon coming out. J'ai fait mon coming out. Je suis un complotiste. Alors, ceci dit, j'ajoute quand même que moi, je suis la branche soft du complotisme. Attends, mais que à force, ils vont finir par basculer dans la branche dure s'ils continuent. Mais tout ça pour dire que, si vous voulez, c'est la société qui veut ça. Vous savez, alors, pardon, hein, mais je vis la même chose à cheval. C'est extraordinaire. Expliquez-moi pourquoi des gens achètent des chevaux, mais ne savent pas les monter. Essayez de m'expliquer ça. Je ne comprends pas, quoi. Moi, j'ai des chevaux à l'entraînement, avec des types qui ont payé une fortune, et qui ne savent pas les monter et qui ont peur des chevaux. Et puis qui sont là et qui vous théorisent l'équitation. Qui, quand vous commencez à vous friter avec son cheval,
Ça, c'est intéressant. Vous commencez à vous friter un peu avec le cheval, espèce de dingue qui essaie de vous foutre par terre. Donc, quand de temps en temps, vous lui expliquez un petit peu la vie, comme ça, vous avez des éperons, vous en servez. Et puis, mais ça va pas, non? Puis, qu'est-ce que vous faites à mon cheval? Non, la question, c'est qu'est-ce que lui me fait, là? Il essaie de me foutre par terre depuis tout à l'heure, je peux me laisser faire. Mais vous ne pouvez pas traiter un cheval comme ça. Attendez, mais dans l'équitation de Baucher, excusez-moi, dans l'équitation de qui? Vous savez quoi? Je vais descendre, vous allez monter, on va voir ce que ça donne l'équitation de Baucher. C'est toujours le même problème. C'est qu'à un moment donné, si vous voulez, ce que je conçois dans cette société, c'est qu'il y a ceux qui donnent des leçons, et puis il y a ceux qui finalement sont pragmatiques, quoi. Le pragmatisme, il est le contraire, si vous voulez, du bobo. Le bobo, il est tout sauf pragmatique. Le bobo, c'est un type qui rêve le monde. Pour le bobo, l'immigré, c'est un type génial. Je veux dire, c'est un type super, extraordinaire, et j'ai rien contre les étrangers, absolument rien. Je considère qu'on a une richesse, évidemment. Maintenant, c'est pas une science tout à fait exacte tout le temps. Hein, et que cette science, elle est quand même vachement plus exacte quand tu habites à Rambouillet comme moi, dans 200 mètres carrés, que, évidemment, à Nanterre. C'est plus facile. Il faut reconnaître que moi, tu vois, les étrangers, c'est plus facile pour moi. Tout à coup, j'en vois vachement moins. Donc, c'est super facile pour moi. Que la pauvreté, bah, moi, je comprends pas qu'il y ait un problème avec la pauvreté, en fait. Je comprends pas où est le problème. Je comprends pas qu'on n'arrive pas à dépenser 2000 balles pour acheter un sac à sa fille. C'est un truc que je comprends pas, ça. Évidemment, bon, quand tu gagnes 1000 euros par mois, 2000 euros, c'est plus compliqué. Il y a toujours une réalité. La réalité, c'est que il y a rien de pire en philo, par exemple, que les penseurs. Je déteste les penseurs en philo. Moi, j'ai fait de la philo, pour le coup, et je déteste les mecs qui conceptualisent, qui sont là en train de disserter sur avec ce côté. Moi, à la fac, ils adorent ça. Venir se battre. Oui, mais alors, la liberté chez Kant. Mais qui ça? Qui j'en ai à foutre de la liberté chez Kant? Moi, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est la liberté aujourd'hui, concrètement, incarnée. Vous savez, moi, je suis une culture, je l'ai dit dans le livre noir, tiens, d'ailleurs. J'avais sodomiser des diptères. Oui, c'est ça. Non, j'avais dit, moi, je suis une culture au terme de laquelle le verbe se fait chair et il a habité parmi nous. Ce qui fait ma fascination dans la foi chrétienne, c'est ça. C'est qu'on passe de l'immanence, de la transcendance. Quand même, on parle du Dieu d'Israël. On parle du Dieu d'Isaac et de Jacob, Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu dont il est interdit de prononcer le nom sous peine de mort, de représenter sous peine de mort, il se fait chair et il habite parmi nous. Eh bien, c'est ça. Si je devais avoir une définition, finalement, de la liberté, mais plus que ça, de la politique, par exemple, je dirais, c'est ça. C'est le Verbe se fait chair, il habite parmi nous. J'ai envie de dire aux gars, redescendez. Le problème de notre société, c'est qu'elle plane, quoi. Avant, on fumait des joints pour planer. Maintenant, on n'en a même plus besoin, quoi. On plane tout le temps. C'est ça le problème de fond. Et alors, j'avais une question que j'aurais dû poser en premier. Pourquoi, jeune avocat, vous vous spécialisez dans le médical? Pourquoi le médical? Vous auriez pu prendre le pénal, vous auriez pu prendre autre chose. Alors... Bon, alors je... La question est comique. Vous allez comprendre pourquoi. D'ailleurs, non, j'hésite à trouver une réponse convenable. Bon, alors d'abord, moi j'ai fait mes travaux universitaires, j'ai fait des travaux de recherche sur la distinction entre la fonction d'évaluation et de gestion du risque sanitaire. Bon, déjà... Mais alors, pour une raison simple, hein, moi j'ai fait de la science administrative, pour une raison simple, c'est que c'est le seul Master 2, enfin la seule DEA à l'époque, où il y avait plus de place que de gens qui voulaient le faire. Donc finalement, je me suis dit que c'était pas mal, j'avais pas à subir les épreuves de la sélection. Maintenant, il y a une deuxième raison, plus pragmatique. C'est qu'à un moment donné, quand j'embrassais la profession d'avocat, qui dit bon... Mais quelle profession de merde. Mais quelle profession de merde. Tu trimes 12 heures par jour et si t'as du bol, tu peux vivre au-dessus du SMIC. Ça va pas m'aller très longtemps. Et donc, il faut que je trouve un moyen pour travailler 12 heures par jour, ça c'est pas de problème, mais quand même pas gagner le SMIC, quoi. Et du coup, j'ai fait une étude de marché, quoi. Et j'ai découvert qu'en fait, compte tenu qu'il y avait un domaine dans lequel, de toute façon, ça ne pouvait aller que de mal en pis, c'était le domaine de la santé. Parce qu'on avait des problèmes démographiques, parce qu'on avait des problèmes budgétaires, et que donc, à un moment donné, ou tu tapes sur le patient, ou tu tapes sur le médecin. Et que comme taper sur le patient, c'est politiquement incorrect, bah, il faudra que tu tapes sur le médecin.
Et comme tout le monde s'en foutait de la défense des médecins, il fallait bien que quelqu'un le fasse. Quand je suis arrivé sur le marché, il n'y avait personne. J'ai jamais compris ça. Je suis arrivé, il n'y avait personne. Du coup, moi, je suis arrivé un peu maladroit en me disant j'ai piqué le marché de quelqu'un. Puis quand je suis arrivé, j'ai découvert que personne n'en faisait. Depuis, des gens commençaient à se dire... Voilà. Et puis là aussi, c'est intéressant. C'est Philippe Delerme qui écrit C'est le regard qui fait le monde. Quand je suis arrivé, ceux qui faisaient du médical faisaient de la responsabilité. J'ai dit, mais vous êtes tous cons, en fait. La responsabilité, c'est que vous avez les assureurs. Le mec, il a une assurance, donc il s'en fout. Par contre, le vrai débat, c'est contre la Sécu. La générosité française, il faut bien que quelqu'un la paye. Et je vous garantis que c'est les médecins qui vont la payer. Et voilà comment j'ai fait ma carrière dans la défense des professions de santé. Ce que je regrette d'ailleurs pas, parce que c'est très intéressant sur le plan d'ailleurs symbolique, parce qu'au fond, il y a... Si vous voulez, j'ai l'habitude de dire que si on faisait la moitié, le quart de ce qu'on fait aux médecins, c'est-à-dire aux justiciables ordinaires, et plus particulièrement aux étrangers en situation irrégulière, oh là là, il y aurait le feu, et à bon droit d'ailleurs, il y aurait le feu dans la rue. On maltraite les gens au nom d'une certaine idée de la discipline, au nom d'une certaine idée. Donc on les maltraite vraiment. Et on se demande pourquoi il n'y a plus de médecins. Moi, je vous garantis qu'une de mes filles voulait faire médecine, je m'étais con, quoi. Fait du droit, c'est vachement plus rentable. Et au passage, je viens bosser chez nous, on ouvre un département de droit avec un. Bon, mais le truc, c'est que, évidemment, si vous voulez, alors évidemment que c'est pas très politiquement correct de dire j'ai fait ça parce qu'il y avait un business et qu'il y avait un marché. Bah ouais, mais c'est la vérité. C'est pragmatique. C'est quoi. pragmatique, qu'à un et moment c'est donné, vous. il y avait un besoin, il y avait une compétence, bah, et le besoin et la compétence se sont trouvés. Ça s'appelle les lois du marché. Je sais que c'est pas. Alors je pourrais vous dire, ouais, j'entends des gens dire, ouais, moi la profession d'avocat c'est ma passion. Non, pas moi. Non. Alors j'avais quand même quelques questions à l'avocat. Il y a un groupe d'avocats aujourd'hui, il y a beaucoup d'avocats qui veulent remettre en cause la prescription. Et d'ailleurs, on a vu. J'arrête la question ? Oui. Ok. Non, mais ça c'est de la merde. Non, mais c'est de la merde. Moi, je me bats pour faire prescrire les actions disciplinaires. Je passe mon temps à me battre pour essayer... Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Voilà. Ça, c'est un bon vieux truc de bobo. Non, parce que vous comprenez, il faut qu'il y ait une imprescriptibilité. Ah, je suis d'accord. Non, mais c'est de la merde. Je veux dire... Mais je suis d'accord avec vous. Et puis, pragmatiquement, quoi ? Non, mais oh, ça me saoule. Ça me saoule. C'est comme sur les débats sur la fin de vie. Ça me saoule. Là, on a plus un seul toubib. Les services d'urgence ferment. Le problème, c'est pas de mourir dans la dignité, c'est de vivre dans la dignité. Je veux dire, c'est comme effectivement là, exactement ce que vous dites. La prescription. Ah bah c'est sûr que ça a vachement réussi, l'imprescriptibilité du crime contre l'humanité. Je veux dire, les types qui disent ça, voilà, c'est des types qui, à mon avis, ont jamais mis les pieds dans un tribunal. Parce que sinon, ils sauraient un truc. C'est que le vrai problème des enquêtes qui traînent, le vrai problème au pénal des enquêtes qui n'arrêtent pas de traîner, qui ne font que traîner, c'est le problème de la preuve. C'est qu'au bout d'un moment, c'est l'altération de la preuve. Et moi, je me bats contre ça tous les jours, parce qu'il y a une imprescriptibilité de l'action disciplinaire en matière médicale, où j'ai des dingues qui viennent me reprocher, il y a 5 ans, d'avoir agressé sexuellement la patiente en baissant sa culotte. Et donc, le pénal, lui, dit, ouais, non, moi, enfin, maintenant, il ne le dit plus, parce que les prescriptions étaient rallongées, mais il disait, non, moi, c'est fini, c'est prescrit. Et le juge disciplinaire, lui, qui vous dit, ah non, mais chez moi, c'est pas prescrit, donc je vais juger. Mais d'où tu vas juger ? Je fais comment pour me défendre ? Prouvez-moi que vous n'avez pas baissé sa culotte. Tu te fous de ma gueule, là. Là, tu te fous de ma gueule, là, ça va m'énerver, quand même, au bout d'un moment. Là, ça va vraiment m'énerver, quand même, là. Mais voilà. Donc, les mecs qui vous disent ça, et on attaque Richard Berry alors que c'est prescrit. Et c'est du délire, c'est du délire. mais Voilà. Et deuxième question, un peu dans la même chose. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de casser la présomption d'innocence ? Parce que tous les gens... Non mais arrêtez avec ça, vous êtes trop intelligent. Non mais arrêtez, vous êtes trop intelligent pour raconter une connerie pareille. Non mais la présomption d'innocence, arrêtez. Ça aussi, c'est des mots, ça. Ah, putain, non mais attendez. Je trouve ça extraordinaire, la présomption d'innocence. Qu'est-ce que j'aime, la présomption d'innocence. T'es présumé innocent, mais j'ai quand même le droit de te foutre en tôle parce que tu comprends, bon, bah, t'es que présumé, quoi. Oui. La présomption d'innocence, il faut pas mal la comprendre. La présomption d'innocence, c'est juste une série de garanties de droit. C'est tout. C'est de dire, bon, t'es pas encore tout à fait coupable, quoique. C'est tout. Mais la présomption d'innocence, elle a jamais existé. Je veux dire, elle n'a jamais existé, sinon vous ne pourriez pas mettre le mec en tôle en préventive. Je veux dire, c'est quand même pas rien si une grosse partie des gens aujourd'hui en prison en sont en attente de procès. C'est donc que votre présomption d'innocence, elle s'est quand même pris quelques coups dans la tronche. Hein.
pour faire simple. Hein. Évidemment qu'il reste plus rien de la présomption d'innocence, mais parce que... D'ailleurs, c'est intéressant. C'est quoi la présomption d'innocence? Disons-le autrement. La présomption d'innocence pour le juriste, pour l'avocat, c'est pas la même que pour le magistrat. Je vous garantis que dans du service de magistrat, de parquetier, je peux vous en parler. Ensuite, la présomption d'innocence pour le journaliste, c'est pas la même non plus que pour l'avocat. Il n'y a pas de présomption d'innocence. Il y a des innocents jusqu'à ce qu'ils soient coupables. Mais ces innocents, parce qu'il faut bien, il n'y a que des innocents, il faut bien que la justice fasse son boulot, donc elle met des moyens de coercition sur cela, parce que en fonction du degré prétendu de dangerosité ou présumé de dangerosité, elle va augmenter les moyens de coercition. Mais bien sûr que non, la présomption d'innocence n'existe pas. Ça aussi, c'est un truc qui fait vachement bien à la rentrée du barreau. De venir se plaindre de la présomption d'innocence, pas de la violation des libertés, ça faut pas trop se plaindre, mais de la présomption d'innocence. Mais bien sûr que non, elle n'existe pas. Il n'y a pas de société fondée sur la présomption d'innocence. Ça, c'est un truc de... Encore une fois, c'est un truc de merde. Je veux dire, non mais si vous voulez, ça m'énerve, parce que bien sûr que c'est vrai, c'est des mots, c'est inscrit au fronton de la Convention européenne des droits de l'homme, de ce que vous voulez, mais concrètement, quoi. Il reste quoi de ma présomption d'innocence quand vous avez un conseil de discipline qui se réunit, c'est gentil, rien que pour moi, et qui finalement, concrètement, vous avez un rapporteur disciplinaire qui n'est pas foutu de comprendre ce qu'on lui dit. C'est-à-dire, il reste quoi de la présomption d'innocence quand j'apprends mes poursuites devant l'ordre, par la presse, par BFM, et même pas par mon ordre? Il reste quoi de la présomption d'innocence quand concrètement, je veux dire, le bâtonnier de l'ordre est capable de dire que des clients se plaignent de moi à BFM, alors que c'est faux, que l'acte de poursuite et jamais n'en fait mention, ce qui est une évidence. Et donc, vous voyez bien que là, il y a une volonté très claire de casser cette présomption d'innocence qui, en fait, n'existe pas. Si elle existait, vous parlez de Richard Berry, qu'est-ce qui reste de la présomption d'innocence de Richard Berry? Qu'est-ce qui reste de la présomption d'innocence de PPDA? Il reste quoi? Rien. Il n'en reste rien. Et si Harry Habitant, dans 2 mois, est innocenté, sa vie sera détruite. Il ne retrouvera jamais un rôle. Mais évidemment. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand vous mettez en marche la machine pénale. Si vous voulez, je vous donne une anecdote comme ça. Hier, il m'est arrivé un truc qui est assez extraordinaire. Hier, pour la première fois depuis des années, je me pointe devant un juge d'instruction. Dernier juge d'instruction où je suis allé, c'est Berthoula Geoffroy. Donc Evan Runbeck, ça fait un petit moment quand même. Et donc, je suis arrivé à Castres. Castres, c'est loin, hein. Et donc, je suis arrivé à Castres devant mon juge d'instruction. Le mec, c'est intéressant, hein. Il est directeur d'un EHPAD. Ok, pas de problème. Et il est mis en examen du chef d'escroquerie, abus de confiance, tout un tas de trucs, délirant. Ok, bon. Il s'avère qu'il y avait une espèce d'impériosité à le mettre en examen et à l'arrêter, à un tel point qu'on le met en garde à vue. Bon, on le défère immédiatement derrière, il y a 2 ans et demi. Et depuis, il a été entendu une fois en garde à vue. Depuis, son contrôle judiciaire, on lui a piqué tous ses biens. Tous. Et au titre du contrôle judiciaire, donc... et effectivement, mois de janvier, bon, je suis saisi du dossier, moi, en janvier, je change d'avocat. J'ai dit, écoutez, moi, j'ai un premier problème, c'est que vous n'êtes jamais expliqué, donc on va s'expliquer. J'écris au juge gentiment en disant, écoutez, ce serait bien qu'on l'entende. Le juge a un délai pour répondre. Il ne répond pas. Je réécris. Non, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de répéter les choses, donc je vous le répète là parce que je suis un type sympa, mais on va l'entendre. Il ne me répond toujours pas. Plus exactement, il me répond en me disant « je vais l'entendre ». En gros, quand je veux. Il dit « non, on va se mettre d'accord. Je vais saisir la chambre de l'instruction et je vais t'expliquer à la chambre d'instruction que je vais foutre un bordel pas possible pour que tu l'entendes. » Finalement, j'obtiens ma date. Hier. Et le juge me dit un truc incroyable. Le juge me dit « non mais quand même, est-ce que c'est une manière de faire, maître ?» J'ai dit « quoi ? Quelle manière de faire ? Vous avez saisi la chambre de l'instruction en soupçonnant ma partialité. » Ah oui. Oui, j'ai fait ça, oui. Mais vous vous rendez pas compte, humainement, c'est pas possible. Humainement ? Un juge d'instruction qui me parle d'humainement, c'est une blague ? Il dit, mais enfin, maître, vous n'avez pas besoin de le prendre comme ça, votre client est naturellement présumé innocent. Là, ça a failli clasher, quand même. Là, ça a vraiment failli clasher. Je dis, c'est une blague. Excusez-moi, on va, si vous voulez bien, on va s'en tenir à la procédure, parce que là, ça va m'énerver, et je pense que vous n'avez aucune envie que ça m'énerve. Il fait chaud, j'ai pas envie de m'énerver, mais vous me parlez d'un client présumé innocent, que vous avez entendu jamais. C'est la police qui l'a entendu une fois. Depuis, vous avez piqué tous ses biens. La presse s'est fait l'écho de ses déboires. Il n'a plus rien, quasiment, là pour vivre. Et vous m'expliquez qu'il est présumé innocent. Ben, vous savez quoi ? S'il est présumé innocent, vous allez le démettre en examen. Vous allez rendre un non-lieu et terminer.
Il dit non, mais pas tant que j'aurais pas fait d'expertise. Non, mais donc, vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que ce type, il est présumé innocent. Bah, n'empêche que concrètement, finalement, pour lui, être présumé innocent ou présumé coupable, la différence, il l'a pas vue quand même. Hein, parce que là, le contrôle judiciaire est tellement restreint. Le mec, il est obligé de pointer une fois par semaine, quand même, au commissariat. C'est un truc de dingue. Et un juge d'instruction qui vous explique: je dois provoquer des opérations d'expertise car le dossier n'est pas clair. Mais naturellement, il est présumé innocent. Bah, ça lui fait de belles jambes d'être présumé innocent, je vais vous dire. Et est-ce qu'il y a aussi vite, la justice a perdu la temporalité et est surchargée parce que tout le monde attaque tout le monde et on est dans une hyper judiciarisation. Et autrefois, ce qui se réglait par là, ce qu'on pourrait appeler le forum, la res publica, la communauté organique, aujourd'hui se règle dans les tribunaux. C'est-à-dire, il y a un regard à pied de plus de 50 secondes, c'est dans le tribunal. Il y a machin qui a pété la gueule, machin, c'est au tribunal. Il y a Bobonne qui a fait, c'est au tribunal. Tout se règle au tribunal. C'est quand même un peu caricatural, votre truc. Oui, bien sûr. Oui. Parce que c'est pas vrai. Ok, moi je pose que des questions. C'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Je dis non, mais... Je ne prétends pas dire des choses vraies. Non, mais je veux dire, en l'occurrence, effectivement, votre postulat de départ, il est faux. Je veux dire, ce qui se règle par la justice, ce qui ne se règle pas par la justice, se règle par la violence. Toujours. C'est pour ça qu'il faut une machine judiciaire efficace. Et je vais vous dire un truc, que les gens continuent de se faire des procès. Parce que tant qu'ils se tabasseront sous le contrôle d'un juge avec les règles de droit, eh ben, ils ne le feront pas, je veux dire, dans la violence brute et méchante. Alors aujourd'hui, ils font les deux. Mais le fait est que... Non. Alors, le problème de fond est le suivant, si vous voulez. C'est intéressant parce que quand même, il y a un propos intéressant. Est-ce que la justice est bien utilisée? Non. Est-ce que les modes, c'est très à la mode de dire ça, les modes alternatifs de règlement des litiges pourraient être généralisés? Oui. Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait des instances de dialogue? Oui. Est-ce qu'il faudrait des instances de médiation? Oui. Maintenant, le problème, c'est qu'on est dans un État qui n'est pas capable de... Comment je vais dire? Il n'est pas capable de faire la différence entre la force, la nécessaire force, et la médiation. Je le dis différemment. Je suis stupéfait de constater que beaucoup d'affaires pénales, pour ce que j'en sais, en tout cas, compte tenu de ma connaissance du sujet du côté parquet, finissent en médiation pénale, en composition pénale, ou en reconnaissance préalable de culpabilité. C'est le truc le plus con qu'on ait inventé, ce machin. Si vous avez besoin d'une réponse pénale, si à un moment donné la société décide qu'elle a besoin d'une réponse pénale, ça va à l'inverse de la médiation. Il n'y a pas de médiation pénale avec la société. Il n'y a pas de peine négociée avec la société. Ça ne marche pas, ça. Ça, c'est un système importé des États-Unis par des gens qui ne savent pas comment ça fonctionne. Mais la réponse pénale, elle doit être ferme. Ça ne veut pas dire qu'elle doit être absurde. Ça ne veut pas dire qu'elle doit être disproportionnée. La fermeté n'est pas synonyme de disproportion. Mais il faut bien à un moment donné trouver un instrument de régulation sociale. Aujourd'hui, le vrai problème, d'abord, c'est que la justice pénale, tout le monde s'en fout. En tout cas, ceux qui ne devraient pas s'en foutre s'en foutent, et ceux qui devraient s'en foutre ne s'en foutent pas. C'est un énorme problème. Moi, quand j'ai des clients qui comparaissent devant le juge pénal, c'est pour eux la fin de leur vie, quelque part. Le fait de comparaître. Alors que le mec, je veux dire, même s'il se prend 2 ans avec sursis, parce qu'avant d'envoyer un démis en tôle, il faut attendre un peu quand même, s'il se prend 2 ans avec sursis, ça ne va pas changer la phase de sa vie. Mais il y a un déshonneur qui pèse sur lui. Là où les caïds des délinquants, eux, même 2 ans ferme, ça ne leur pose pas de problème. Donc à un moment donné, on a ce paradigme inversé où ceux qui devraient craindre la justice ne la craignent pas, et ceux qui ne devraient pas la craindre la craignent. C'est curieux quand même comme système. Mais ensuite, il y a un autre aspect. C'est que moi, ce qui me pose un vrai problème, c'est que vous avez une justice qui n'a plus les moyens de fonctionner. Qui n'a plus les moyens, pas seulement matériels, mais qui n'a plus les moyens humains, au sens où la notion même de justice, ça échappe aux magistrats. Vous avez des décisions qui sont rendues. Non, mais je veux dire, il y a des fois où vous dites, j'espère qu'il a mis 5 minutes à rédiger la décision, parce que sinon, on est face à un problème quand même. Vous avez une espèce de déliquescence sociale majeure qui vient atteindre toutes les sphères de la société. C'est exactement le problème de la conscience professionnelle.
il n'y a plus de conscience professionnelle. Et donc vous pouvez, si vous voulez redorer l'image de la justice et le blason de la justice, vous n'avez qu'une seule option. Redonner effectivement des magistrats, ça sans doute, des greffiers sans doute. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, on est dans un système où les greffiers, il faut que vous compreniez ça, hein, les greffiers des juges d'instruction sont obligés d'acheter leurs stylos et de les planquer pour pas qu'on leur pique. Qu'ils sont obligés d'acheter sur leur denier personnel des ramettes de papier. C'est ça, en fait, aujourd'hui. On en est là. Et donc, forcément, quand vous n'avez pas les moyens matériels de travailler, quand il vous manque des moyens humains, je prends un exemple à Douai, cour d'appel de Douai, il pleut dans la salle d'audience. Comment voulez-vous rendre dans de bonnes conditions des jugements? Comment voulez-vous avoir une appétence pour votre travail quand vous le rendez dans de si mauvaises conditions? Et ensuite, ajoutez à ça le fait que ce qui compte dans la justice, c'est de faire carrière, et qu'au fond, le principe même de la notation et le principe même de la hiérarchie est ainsi fait que vous avez le doigt sur la braguette tout le temps, parce que ce qui vous obsède, c'est vos notations de chef de cour, et le tout pour progresser et devenir un bon vieux magistrat qui a progressé dans la hiérarchie judiciaire, et ben vous tuez toute idée de conscience professionnelle. C'est comme ça. Je veux dire, c'est comme ça, mais c'est une déliquescence à laquelle vous assistez chez les médecins, c'est une déliquescence à laquelle vous assistez chez les profs, c'est une déliquescence sociale qui fait qu'à un moment donné, vous ne permettez plus aux gens d'avoir goût pour ce qu'ils font, parce que vous les avez enfermés dans tout un tas de carcans qui font que les gens n'ont plus goût à ce qu'ils font. Vous savez, c'est Bernanos qui écrivait dans le dialogue des Carmélites, il fait dire à la mère supérieure, il y a cette belle phrase à propos du Carmel, il dit « c'est pas nous qui protégeons la règle, c'est la règle qui nous protège ». La question qu'on pourrait se poser socialement aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a encore une règle qui protège? La règle, elle n'est bonne que si elle protège. La règle, vous savez que les commandements d'Israël, ils ont cet intérêt qu'ils ne sont pas faits pour punir, mais ils sont faits pour protéger. Et paradoxalement, protéger celui qui les reçoit d'abord. Tu ne tueras point, il est d'abord fait pour protéger un ordre social, évidemment, mais aussi celui qui est le tueur, quelque part. Et donc, tout ça pour dire que si la règle ne vous protège plus, eh ben vous assistez à une anarchie dans laquelle vous êtes des robots avec des règles stupides. Je reviens encore sur Tocqueville, c'est ce qu'il disait effectivement quand il dit qu'on instaure cette dictature, en fait, quelque part cette tyrannie, à travers une série de petites règles aussi absurdes les unes que les autres. Remplissez votre attestation, demandez le nombre de jugements que vous avez rendus, combien d'arrêts affirmatifs vous avez eus. C'est ça la réalité, c'est qu'on a enfermé. On confond la règle et la norme. On a en fait enfermé notre société dans tout un tas de normes qui n'ont plus aucun sens, qui sont déconnectées de la fin. On n'a plus aucun sens de la fin. Le problème d'une règle qui tourne sur elle-même et qui est déconnectée de la fin qu'elle est censée protéger, la règle qui nous protège, si la règle n'a plus pour mission de vous protéger, elle devient, vous cherchez à la violer tout le temps, elle devient inaudible et elle devient surtout inapplicable. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Moi, ça me fait penser à la légitime défense, où on a aussi des flics qui sont face à des Kalachnikov et qui ont un porte-mine pour se défendre, et qui, quand une fois, un jour, ils utilisent leur arme parce qu'ils peuvent pas faire autrement, parce qu'ils sont menacés, et là, on les met eux en tôle. Pas d'accord. Pas d'accord. Pas d'accord avec ça, parce que vous avez raison. Évidemment que vous avez raison. Mais comme d'habitude, la vérité est au milieu. Le vrai problème aujourd'hui de la police, il y en a deux. C'est que c'est, je le redis, la question de la règle. Regardez ce qui vient de sortir dans Mediapart avec le préfet l'allemand et les gilets jaunes, où effectivement, ordre a été clairement donné par le préfet l'allemand aux flics de tabasser les gilets jaunes. Et ils s'en sont pas privés. Donc ça pose quand même une vraie question, si vous voulez. Regardez la manif pour tous. Je veux dire, quand même, moi, à l'époque, à la manif pour tous, j'avais dit, les gars, ok, c'est bien compris, c'est des cathos réac, super, mais faites gaffe, parce que les prochains, c'est vous quand même. Hein. Et donc, les flics obéissent. On a le problème de la règle. À partir du moment où la seule règle, c'est d'obéir, je le redis, et qu'elle est plus censée protéger, bah vous êtes face à un problème. Ça, c'est le premier point. Mais il y a un deuxième point. C'est qu'aujourd'hui, vous avez un vrai problème dans la police qui est de formation. Vous avez un problème de formation. Je veux dire, après le speed dating des profs, vous avez une forme de speed dating des flics et bientôt de speed dating des médecins et des infirmiers. C'est-à-dire qu'à un moment, dans une société qui est plus capable d'accompagner les puissances régaliennes, qui est plus capable d'accompagner les siens dans des fonctions régaliennes, bah, elle prend ce qu'elle a, quoi. Et aujourd'hui, elle n'a plus grand-chose. Parce qu'aujourd'hui, être flic, comme être prof, il faut être complètement con pour être prof ou être flic dans ce pays. Il faut être honnête. Il faut être complètement taré.
Quand vous êtes agrégé de lettres classiques, et c'est du vécu, vous êtes brillant, agrégé de lettres classiques, et que vous vous retrouvez au lycée à Dreux, en disant mais non mais enfin, et quand vous dites attends, t'es sûr là que je suis le mieux employé à Dreux en lettres classiques, t'es vraiment sûr que c'est un agrégé de lettres classiques qu'il leur faut? Qu'est-ce que c'est que ce snobisme? Non, alors voilà, c'est pas du snobisme, mais c'est du réalisme. Mais pour les bobos, un agrégé de lettres classiques à Dreux, bah vous comprenez, c'est bien quoi, parce que voilà, la vérité c'est pour le casser. C'est casser l'élitisme. La police, c'est le même problème. La police, c'est qu'on veut pas des gens qui réfléchissent, on veut pas des gens qui aient le sens du service, on veut des gens qui obéissent. Un jour, un flic m'a dit « Réfléchir, c'est désobéir ». Bien sûr, réfléchir, c'est désobéir. Puisque aujourd'hui, leur carrière, elle est faite. Et je redis ce que je disais à propos des magistrats. Je veux dire, où effectivement, votre carrière, elle est faite sur votre obéissance. Nous sommes dans une société où c'est le drame de ce qu'on vient de vivre. Nous sommes dans une société qui, finalement, ne se définit que par son obéissance. Si tu obéis au pass sanitaire, alors t'es un mec bien. T'es un mec bien. Tu cries avec les loups, t'es un mec bien. Si tu commences à faire valoir une opinion dissidente en disant attends, allume ton cerveau là 2 minutes, réfléchis 2 minutes à ce que tu es en train de faire, bah non, ça c'est pas possible de faire ça. Mais parce que à un moment, si vous voulez, on a perdu le sens de la fin, on a perdu le sens de la cause finale. Nous n'avons plus de cause finale. Or, finalement, quand nous n'avons plus de cause finale, bah, nous n'avons plus de sens à ce que nous faisons. Et une société qui n'a plus de sens à ce qu'elle fait est une société qui, irrémédiablement, est condamnée à mourir et est condamnée à obéir, et donc à mourir. Un film que j'ai trouvé assez bon, Bac Nord, montre bien que entre le flic et le voyou, il n'y a plus tellement de différence. Les deux fument le même shit. Les deux vivent dans le même quartier. Les deux passent de l'un à l'autre. Mais c'est peut-être le problème. Voilà. Entre le flic et le voyou, il n'y a plus de différence. C'est sur un coup de dé que l'un est flic et l'autre est voyou. Oui, enfin, sur un coup de dé, oui et non. Il y en a quand même un qui, concrètement, a quand même accepte l'idée d'être mal payé pour faire, effectivement, encore régner une paix publique. Oui. L'autre, concrètement, il a choisi la voie de la facilité. Et on ne peut pas l'en blâmer outre mesure, au passage. Il a choisi la voie de la facilité pour détruire la paix sociale. Donc c'est pas tout à fait la même chose. C'est aussi, on parlait de vocation tout à l'heure, c'est aussi une forme de vocation que de dire, avec une forme d'abnégation, j'aurais pu choisir la facilité et je choisis la voie la plus compliquée, je choisis la voie étroite, comme la voie, parce qu'aujourd'hui être flic dans les quartiers nord de Marseille, il faut quand même en avoir envie, quoi. Et je suis pas sûr que beaucoup de monde en ait envie. Mais si vous voulez, on a une société. Je sais pas si... J'ai pas le recul suffisant pour dire si notre société s'est ensauvagée, comme on dit maintenant. Est-ce qu'il y a un ensauvagement social ? À dire vrai, je me suis beaucoup posé cette question et j'ai pas suffisamment creusé pour savoir. Simplement, je crois qu'on a un ensauvagement plus visible. Clairement plus visible et assumé, en fait. Et surtout, on a une impunité. Il faut être parfaitement clair. Vous avez une impunité, mais pourquoi vous avez une impunité ? Parce que l'État n'a pas les moyens de faire régner l'ordre. En fait, c'est tout. Parce que l'État a décidé de ne pas investir dans la paix publique et dans la tranquillité publique, et que c'est comme ça. Mais aussi parce que je crois qu'il ne faut pas non plus négliger un dernier point, c'est que nous sommes entrés dans une ère qui est l'ère de la médiocratie. Nous avons que des médiocres. Nous sommes des médiocres. Nous sommes une société de médiocres, de tièdes et de médiocres, les deux. Vous n'avez plus. C'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, on ne peut être que d'extrême droite ou d'extrême gauche. Ça n'existe pas, quelqu'un qui est le centre. C'est qui le centre ? Je veux dire, ça n'existe pas, le centre, en fait. Le centre, c'est la tiédeur incarnée. Moi, je veux dire, j'ai vécu à Rome 5 ans, j'aime ces températures où il fait 40, ou alors je vis à Vancouver. Mais ces trucs, on dit non, mais il fait chaud, c'est bon, là, il fait un petit duvet, machin, il fait 20. Mais 20, c'est de la merde. Je veux dire, il faut qu'il fasse 40 ou moins 40. Là, vous êtes ravis, là. Là, vous êtes non, mais au top de votre ça n'existe pas. Moi, j'ai vécu des étés à 45. Moi, quand les étés romains, c'était des étés à 45. Et parce que c'est cette chaleur romaine qui vient vous saisir tout entier. Parce que comme pour vous rappeler qu'à un moment donné, il y a quelque chose dans l'homme qui est fait pour l'absolu. Et la phrase « il n'est de richesse que d'homme ». Ben oui, bien sûr. Il n'est de richesse que d'homme. Il y a aussi un absolu. Et c'est cet absolu qui n'existe plus, si vous voulez. Quand votre horizon, il est votre prochain poste, quand votre horizon, il est de quoi vous allez bouffer, qu'est-ce que vous allez bouffer demain matin, quand votre horizon, il est de pouvoir effectivement aller au resto et vous soumettre à un QR code pour aller bouffer au resto, ben vous n'avez plus d'horizon. Et si vous n'avez plus d'horizon, vous n'avez plus de vie. Votre humanité, elle est définitivement éteinte parce que vous avez perdu ce sens de l'absolu. Mais on pourrait, si vous voulez, je termine là-dessus, on pourrait en débattre 1000 ans sur un point. Perdez le sens de la transcendance
Et vous perdez avec lui le sens de l'homme. Vous ne pouvez pas créer une société si vous n'avez pas de société de la transcendance. Ça n'existe pas. On l'a vu dans ce Covid. Vous avez un homme à la merci de tout ce qui passe si celui-ci n'a pas le sens de la transcendance. Et il y a une crise qu'on a traversée dans cette crise, c'est quand même une crise du sens et une crise, j'ai envie de dire, métaphysique. Celui qui est à blâmer dans cette crise, c'est pas le gouvernement. Ceux qui sont à blâmer dans cette crise, c'est l'Église. Le véritable perdant de tout ça, c'est l'Église. Le véritable coupable dans cette crise et qui s'est condamné à mort tout seul parce que c'est fini, c'est l'Église parce qu'elle a fait quelque chose de terrible. Elle a privé l'homme d'espérance. Elle avait un boulevard devant elle. Elle avait toute l'attitude. Elle avait enfin, si vous voulez, c'est sa Coupe du Monde, où elle avait enfin de l'espérance à revendre plein la besace. Elle n'en a rien fait. Elle a laissé l'homme désespéré de son sort. Quand vous êtes capable de faire ça, vous n'avez plus aucune raison d'exister. Socialement, c'est mort. Mais il y a une chose qui m'a toujours choqué, c'est les mecs de 20 ans qui, au lieu de rêver d'aventure, de vie à la Kessel, de vie à la Sandars, etc., militent pour la retraite à 62 ans ou à 65 ans. C'est le mec de 20 ans, au lieu de penser à qu'est-ce qu'il va faire de sa vie, est-ce qu'il va faire de sa vie une œuvre d'art, il milite pour savoir à quel âge il va partir à la retraite. C'est lunaire. Non, c'est autre truc, c'est un truc de bobo ce que vous dites là. Ah oui, pourquoi ? Vous avez déjà bossé sur un chantier ? Non. Moi, si. Vous avez déjà bossé à la chaîne en usine de nuit ? Non. Moi, si. Vous avez déjà dégraissé des moteurs d'avion ? Non. Moi, si. Ben, je vous garantis que vous n'avez pas envie de le faire jusqu'à 65 ans. Fin de l'histoire. Oui, mais est-ce que... Donc, au contraire, les jeunes qui, effectivement, se battent pour la retraite à 60 ans, par exemple, je veux dire, il y a peut-être une intuition qui est assez juste là-dedans. Vous savez, moi, je suis avocat, hein. Je veux dire, je m'en tape, hein. Je veux dire, à 20 000 balles par mois, je peux bosser jusqu'à 70 ans. Hein. J'ai pas de problème à l'idée. Vu la quantité de travail que je fournis, ça va. Hein. Et, maintenant, quand vous êtes moniteur d'équitation, que votre vie, elle dépend des chevaux, bah, je veux pas voir dans quel état vous êtes à 65 ans pour les monter, quand même. C'est toujours le même problème. Ouais, je veux dire, à Paris 14, on peut effectivement disserter sur la retraite. Quand vous bossez à l'usine et quand vous vous trimez comme un gros malade à avoir effectivement la coiffe des rotateurs complètement explosée, tout à coup, c'est une autre affaire. Quand vous êtes effectivement ouvrier du bâtiment, à monter sur des échelles, à vous rompre le cou, je veux dire, pétri de rhumatisme, c'est une autre histoire. Alors, il y a un autre problème. On pourrait prolonger les choses en disant ok, vous avez raison sans doute. Maintenant, il y a deux choses. Un, c'est fondamentalement pourquoi je bosserais jusqu'à 65 ans. Essayez de m'expliquer pourquoi. Pourquoi je bosserais jusqu'à 65 ans alors que concrètement j'ai un État complètement dispendieux qui vient claquer son fric, je veux dire, dans des cabinets de conseil, dans ce que vous voulez, dans une politique migratoire complètement déconnectée, je veux dire, dans une politique sociale complètement déconnectée, et moi je devrais trimer jusqu'à 65 ans pour financer ça, mais d'où ça sort ça ? Crève, d'où ça sort ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ma générosité a des limites quand même. Toute l'année, je suis généreux. Alors maintenant, si en plus il faut que je sois généreux toute ma vie, et que ma vie, elle se résume à mon boulot, ça va être un vrai problème quand même. Deuxième point. Parler effectivement de bâtir, de rêver sa vie. Moi, je fais partie des gens qui disent qu'on est un peuple de bâtisseurs. Que la seule chose intéressante et intelligente qu'ait jamais dit Emmanuel Macron, à mon avis, dans ce quinquennat, il l'a compensé par une connerie, mais c'est pas grave. C'est devant la seule fois où on a fait société dans notre société, la seule fois où durant ces 5 ans on a fait société, c'était au moment de l'incendie de Notre-Dame. C'est le seul moment où on a fait société. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a dit quelque chose d'extrêmement intelligent et qui étaient les seuls mots à prononcer à l'époque. Il avait dit « Nous reconstruirons Notre-Dame, nous rebâtirons. Nous sommes un peuple de bâtisseurs. » Elle est magnifique cette phrase parce que c'est vrai. Dire, nous sommes un peuple de bâtisseurs de cathédrales. Et c'est tellement vrai. Mais maintenant, le vrai problème, c'est que si vous voulez, les gens seraient prêts à travailler plus. Ils seraient prêts, fondamentalement. Vous avez parfaitement raison de dire que le problème des jeunes de 20 ans, c'est qu'ils ne rêvent plus ce que vous voulez. Mais peut-être parce qu'on a tué leur espérance. Peut-être parce qu'on a tué effectivement leurs rêves. Peut-être parce qu'ils n'ont plus aucun rêve. Peut-être parce qu'aujourd'hui, le rêve d'un gamin de 20 ans, c'est d'être fonctionnaire. Peut-être parce qu'aujourd'hui, le rêve d'un gamin de 20 ans... Vous savez, j'anime des cafés philo. Là, j'en ai un dans quelques semaines avec des étudiants sur réussir sa vie ou réussir dans la vie. Peut-être que finalement, le seul rêve de nos jeunes,
c'est de réussir dans la vie. Peut-être qu'on mesure la réussite dans la vie, on confond la réussite dans la vie et la réussite de sa vie, en fait. Alors évidemment, si vous voulez, en même temps que je dis ça, je m'approche de ça à tâtons, parce qu'un mec qui gagne 25 000 balles par mois, je veux dire, c'est vachement facile de dire ça. Moi, il n'y a pas de problème, des rêves, je peux en avoir plein. Si je gagnais 2 000 balles par mois, c'est plus compliqué. C'est pour ça d'ailleurs, au passage, que c'est extrêmement important, moi c'est un mot d'ordre chez moi, dans les cabinets comme le mien, il y a un truc extrêmement important, c'est qui m'a valu des yeux absolument ébahis du barreau de Paris, c'est que j'associe les jeunes très très vite. Chez moi, au bout d'un an, 6 mois, 1 an, on est associés, sans considération d'achat de part sociale. Parce que précisément, je veux restaurer quelque chose. Je veux restaurer cette idée de cause finale dont je parlais tout à l'heure. Je veux restaurer cette idée de se dire, il y a quelque chose là, j'y crois encore. Je peux y croire dans un métier difficile. Moi, ils sont pas trop mal payés, mais quand vous, ça peut pas être le tout. Parce qu'on fait peser sur eux beaucoup de responsabilités, on fait peser sur nos jeunes beaucoup de responsabilités, beaucoup de fardeaux. Et concrètement, si vous avez rien en face, ça marche pas. Mais le problème de fond, c'est que c'est un exercice sociétal de faire ça, c'est un exercice de société, de réussir à restaurer l'espérance, redonner l'espérance. Si vous privez des jeunes d'espérance, bah forcément que vous avez en partie raison. Mais aujourd'hui, mais c'est quoi l'horizon qu'ils ont ? Mais est-ce que c'est pas aussi un problème d'identité? Parce que moi, j'habite dans le département le plus pauvre de France, qui est Lozère. La Lozère, c'est le département le plus pauvre de France. Il n'y a pas 1 gramme d'insécurité. Il n'y a pas une seule agression en Lozère. Ouais, non, mais je veux dire, oui, mais vous êtes marrant, vous. Oui, mais c'est attendez, paradoxal que dans le département le plus pauvre de France... Votre propos, il est génial. Je veux dire, c'est extraordinaire. Vous me parlez du département par habitant, avec la densité la moins importante par habitant en France. Vous m'expliquez qu'il n'y a pas un rat, pas un chat. Même le monkeypox ne pourrait pas passer par là. Il n'y a pas de rongeur. Et vous m'expliquez que finalement, il n'y a pas d'agression. Il n'y a pas d'agression parce qu'il n'y a personne. Oui, il y a quand même des villes, il y a quand même... mais c'est extraordinaire votre truc. Mais excusez-moi, mais c'est génial votre truc. Il y a quand même des villes, etc. Mais il y a des gens qui gagnent très peu d'argent parce que c'est le plus pauvre et qui ont des rêves parce qu'il y a une identité, oui, parce qu'il y a une âme. C'est quoi le rêve d'un mec en Lozère ? Comment ? C'est quoi le rêve d'un mec en Lozère ? Bah, c'est de construire sa maison, de faire de l'agriculture, de construire, d'aménager. En gros, c'est de gagner sa vie, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un reste identitaire qu'on a perdu ailleurs. Enfin, mais... Je vais encore vous dire la même chose, hein. C'est un truc de bobo, votre truc, là. Non mais, ça marche à tous les coups, le truc de bobo. Ça marche à tous les coups parce que c'est vrai. si ça marcherait pas, c'était pas vrai. Non mais vous rigolez ou quoi ? Je veux dire, vous m'expliquez. Non mais excusez-moi. Hein. Je veux dire, mais vous venez me dire. Je vais essayer de reformuler. Vous me dites, on est dans le département le plus pauvre de France. Il n'y a pas un chat. Il n'y a plus de service public. C'est quoi la fac en Lozère ? Vous faites vos étudiants, c'est où ? Pour étudier, c'est où ? Ouais, on est d'accord. Je suis pas défenseur. Voilà, de mais ça m'intéresse. Mais ça m'intéresse parce que ça m'intéresse parce que si je veux effectivement, en gros, j'ai l'ambition de devenir prof de lettres et effectivement, globalement, de venir enseigner et transmettre ma passion de la littérature. En Lozère, c'est mal barré. Tiens, je rêve d'être médecin. En Lozère, c'est mal barré. Donc, si vous voulez, à un moment donné, mais là où vous touchez du doigt une difficulté, si vous voulez. On peut en débattre 1000 ans, encore une fois, c'est le problème de la répartition de la démographie sur le territoire. Ça, c'est une autre histoire. Mais le fait est que, aujourd'hui, non. Le problème, vous pouvez habiter en Lozère, vous pouvez habiter dans le 6e, vous pouvez habiter à 14e, où vous voulez, vous allez vous retrouver confronté au même problème à chaque fois. Vous avez une jeunesse qu'on a privée d'espérance. Point. Parce que si vous lui redonnez l'espérance, ça la rend dangereuse. On a toujours peur de la révolution, si vous voulez. C'est pas la révolution qu'on a à craindre. C'est l'espérance qu'on a à craindre. Si vous voulez, effectivement, les révolutions, c'est facile quelque part. C'est un problème numérique, la révolution. La révolution, c'est jamais qu'un problème de nombre. Si vous êtes suffisamment nombreux, vous renverserez le régime d'une façon ou d'une autre. Sauf exception, évidemment. C'est plus, voilà. Mais le problème, c'est si vous privez les gens d'espérance, si vous leur faites croire que le seul horizon qu'ils ont, c'est de se faire vacciner, c'est effectivement d'obéir. C'est de répondre aux injonctions qui leur sont faites au demeurant paradoxales, bah vous avez effectivement acquis votre peuple à votre cause. Mais il y a un point dont vous ne parlez pas, c'est la question
identitaire. C'est la question de l'identité. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a encore une réelle identité régionale, une identité totale, une société organique. Oui. Il y a des endroits où c'est complètement un mix islamiste mondialisé, où les mecs, leur rêve, c'est d'être au McDonald's. En même temps, c'est un mix avec l'islam. Alors ça, c'est très vous avez 100% là-dessus, américain, islam. Ouais, vous avez Mais raison. l'identité française, c'est-à-dire les racines chrétiennes, l'identité, les petits villages, tout ça... Alors, vous avez raison. Moi, je pense que l'identité Vous avez française, c'est la clé du problème. C'est marrant parce que vous dites deux choses différentes qui résonnent différemment pour moi. Vous mettez sous la notion d'identité nationale, finalement, la notion d'identité régionale. Et en fait, curieusement, pour moi, c'est pas la même chose. Là où vous avez raison, c'est que je suis pas convaincu, au risque de me tromper pour le coup, mais je suis pas convaincu fermement par une identité nationale. D'accord. Je veux dire, la notion de nation, j'ai un peu de mal à l'appréhender, en fait. C'est une construction. Ouais, c'est une construction. Je suis beaucoup plus sensible à la notion d'identité régionale. Ne serait-ce que parce que c'est finalement historiquement vrai. Et que donc, c'est historiquement vrai, et j'ai presque envie de dire c'est mécaniquement vrai, quelque part. Où en fait, avant, alors on a pour des raisons administratives, juridiques, politiques, venu unifier le territoire national. Mais ça, c'est qu'une construction, finalement. Et c'est très intéressant, d'ailleurs. Quand j'ai vécu en Italie, je me suis beaucoup posé la question de savoir c'est quoi l'italien. C'est quoi l'italien comme langue? Et bien, en fait, figurez-vous que c'est très compliqué de savoir ça. Vous pouvez déclencher une espèce de guerre à la fac quand vous dites ça, parce qu'en fait, l'italien, c'est le florentin, littéralement, à l'origine. Je veux dire, en fait, il y a une identité. Ensuite, parce que l'Italie est un pays jeune, finalement. Mais vous n'avez pas encore d'identité nationale réelle. Vous avez des identités régionales très marquées en Italie. Vous direz un Romain, si vous voulez, il y a autant de différences entre un Romain et un Milanais, quelque part, que, je sais pas, entre un Espagnol et un Suédois, quoi. Et c'est encore plus vrai aux États-Unis. Parce que j'ai vraiment compris ça aux États-Unis. C'est très flagrant de constater qu'en fait, c'est des États unis, véritablement. Mais que votre identité première, elle est quand même effectivement au niveau presque, alors local c'est un mot un peu fort, mais au niveau fédéré. Et c'est intéressant parce que, au fond, c'est d'ailleurs pour ça m'amuse, parce que, juste l'anecdote, quand les abrutis disaient au moment de Trump et du confinement, il n'a qu'à imposer le confinement par voie fédérale, il faut vraiment ne rien connaître à l'identité culturelle américaine pour penser que le gouverneur du Texas va se laisser imposer par la garde nationale un confinement quand même, hein. Je veux dire, ou que le mec, effectivement, dans le Montana, même s'il est républicain, va accepter de venir se faire confiner. Bref, tout ça pour dire que là où vous avez raison, c'est qu'on a perdu la notion d'identité. Mais on pourrait prolonger le propos en le remontant un petit peu. Est-ce que la première identité qu'on a perdue, fondamentalement, elle n'est pas double? C'est l'identité familiale. Est-ce que, en faisant... Vous savez... C'est Gustave Thibon versus Aristote. Aristote définit la société comme une communauté de destin. Une fois que vous avez dit ça, vous avez tout dit. Puisque une fois que vous avez parlé de la communauté de destin, finalement, vous admettez l'idée que la société ne se confond pas avec l'État. Vous avez des sociétés, la famille est une société, la région en est une, l'Église en est une. Et au fond, on a perdu la notion de communauté de destin. Communauté et destin, d'ailleurs. Gustave Thibon, lui, vous parle plus volontiers de l'avènement de l'ère de la dissociété, qui, en fait, il la définit peu ou prou comme une espèce de c'est un peu le Léviathan, mais c'est un peu ça l'idée, c'est un peu Hobbes, où il vient vous dire, en fait, qu'au fond, il y a des espèces de groupes qui se sont constitués, les uns à côté des autres, et qu'au fond, les uns essayent de bouffer les autres, quoi. Si je résume. C'est un peu l'idée qu'il n'y a plus d'homogénéité et il n'y a plus de communauté de destin. Et c'est parfaitement vrai. La famille, et vous en revenez à une dimension, vous parlez des racines chrétiennes de la France, je me méfie beaucoup avec ça, mais quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas avoir tort là-dessus, parce que ce qui fondait, en réalité, plus que les racines chrétiennes, c'était paradoxalement les racines paroissiales. La France s'est construite autour de la paroisse. Et de facto, la raréfaction, si vous voulez, des prêtres d'un côté, de l'autre, le nouveau découpage diocésain, par nécessité,
fait que même dans l'Église, vous n'avez plus d'identité, et vous n'avez plus d'identité ecclésiale, et vous n'avez plus de communauté de destin. C'est pas rien. Si Benoît XVI, par exemple, avait, quoique conscient des difficultés, pourtant conscient des difficultés démographiques dans l'Église, a toujours beaucoup insisté pour se regrouper autour de la paroisse. Parce que c'est le premier dénominateur commun, en fait. La famille, la paroisse sont les premiers lieux. C'est ce qui manque aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui, je termine là-dessus, pourquoi aujourd'hui les Français, finalement, le seul homme politique qui trouve grâce à leurs yeux, c'est le maire? Bah pour ça. Parce qu'en fait, on est encore capable, sauf dans les grandes villes où c'est très compliqué, mais on parlait de la Lozère tout à l'heure, bah c'est un peu l'idée. C'est qu'en fait, vous avez encore une espèce de territorialisation parce que vous avez encore des sociétés, au sens aristotélicien, qui existent. Mais évidemment, et en cela, quelque part, l'islam, parlez de l'islam, paradoxalement, a peut-être tout compris, si vous voulez. Moi, je suis un fervent partisan des sociétés parallèles. C'est-à-dire que je pense qu'il faut mettre fin à ce système de merde et qu'il ne faut surtout pas lutter contre les communautarismes, il faut les encourager. Que c'est la seule solution, en fait. Et qu'il faut que les gens se retrouvent et se regroupent par affinité, sans du tout faire la guerre aux autres. Mais que finalement, il faut qu'ils se retrouvent par affinité et qu'ils créent une communauté de destin. Que je n'ai pas de communauté de destin avec les musulmans. Ça ne veut pas dire du tout c'est pas du tout méprisant dans ma bouche de dire ça. J'ai beaucoup de respect pour leur foi et c'est pas du tout le problème. Ils sont libres de la vivre, c'est pas le débat. Mais j'ai pas du tout de communauté de destin, je veux dire, à l'égard effectivement de toute cette culture woke, si vous voulez, ou des LGBT. Mais il y a un sociologue qui est un ami que j'aime beaucoup, qui est Michel Maffezoli, qui dit que la postmodernité est le retour de l'archaïsme et l'inverse de la modernité. Et que du coup, si la modernité, c'est individualisme, la postmodernité, c'est le temps des tribus. Aujourd'hui, on a des tribus. Il y a les tribus des cheveux bleus, les tribus des musulmans, les tribus des... On est des petites tribus. Mais voilà. parce que au fond, on a cassé un mythe. Le mythe du vivre ensemble. Bien sûr. Le fameux vivre ensemble. Ça n'existe pas, le vivre ensemble. Si vous voulez, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un truc extrêmement important qu'il faut bien mesurer dans la vie de famille. La vie de famille, elle est une construction extrêmement importante et c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand vous avez des enfants à avoir une véritable communauté de destin. Il faut avoir conscience que la famille est une première société, la première des sociétés. C'est hyper engageant et moi je trouve ça incroyable, si vous voulez. Moi ça m'a toujours frappé que personne soit aidé dans sa vie de famille. C'est-à-dire que je le dis différemment, l'État ne s'intéresse aux familles qu'aux familles en difficulté. Mais une fois qu'elles sont en difficulté, c'est trop tard, quelque part. En fait, je suis frappé de constater que la famille n'intéresse pas l'État. Qu'au fond, vous voyez, typiquement... Alors ça, c'est intéressant parce que vous êtes plus une société le jour où vous considérez que tout se vaut. Alors c'est le nominalisme de Guillaume d'Occam, mais c'est exactement ça. Au fond, quand vous séparez la forme et la matière, au sens où, d'une certaine façon, un homme, une femme, des enfants égale 2 hommes et des enfants, égale 2 hommes et un singe, égale finalement 3 hommes, égale 3 hommes et une femme, où finalement, c'est pas je pense donc je suis, c'est je veux donc je suis. Ma volonté est créatrice. Mais il y a quelque chose de l'ordre là-dedans de la toute-puissance divine. Le seul qui puisse effectivement avoir une parole, une volonté créatrice, c'est Dieu. Dans la Genèse, c'est ça qui est fascinant, si vous voulez, dans l'histoire biblique et quelque part dans l'histoire sociologique, c'est qu'au fond, la toute-puissance divine, elle se définit comment ? Elle se définit par la parole créatrice. Vous pouvez dire « je veux », mais votre parole n'est pas créatrice. Le seul qui puisse avoir une parole créatrice, « je veux », donc c'est, quelque part, donc ça existe parce que je le veux, c'est Dieu. Et l'homme s'est substitué à Dieu et est entré dans un nouveau paradigme de croire que sa volonté pouvait modifier le réel. Et comme sa volonté n'a pas le pouvoir de changer le réel, alors il fait coller le réel, il vient finalement faire semblant de modifier le réel. Là, il se passe un truc en ce moment à Saint-Grégoire, à Tours, qui est intéressant, une école primaire, où les parents gueulent catho, les parents gueulent parce qu'effectivement, les petits garçons n'ont pas le droit de mettre de robe. Mais ça, vous voyez, quand on fait ça, on a tué toute idée de communauté de destin. Ça n'existe plus, la communauté de destin. Mais sans la défendre du tout et sans en prendre parti, Marine Le Pen avait dit un truc intéressant. Elle avait proposé un salaire pour les mères de famille. Et tout le monde l'a gueulé dessus en disant c'est l'antiféminisme, c'est le fait que les femmes ne travaillent pas. Je pense que c'est un vieux... Ça, c'est pareil. Ça, c'est un programme. Ça, c'est un vieux serpent de mer.
C'est un truc qui est hyper classique au Front National d'abord, au Rassemblement National ensuite. C'est des années 80, Jean-Marie Le Pen l'avait déjà dans son programme. Le salaire des mères de famille. J'en sais rien, j'ai pas d'avis. Sinon que, je trouve ça très réducteur quand même. Je trouve ça très réducteur, d'abord, de parler de la mère de famille. Excusez-moi, mais a priori, j'existe. C'est-à-dire que moi, je suis père de famille et je considère qu'effectivement, mon rôle de père de famille, il est fondamental. Et à ce titre, je suis père de famille et avocat. Donc, et je distingue les deux au sens où, effectivement, j'ai une profession qui est avocat. Mais je considère que ma paternité n'est pas une profession. Et pas plus que je considère que la mère de famille est une profession. Et mère au foyer, c'est pas une profession, c'est un choix. Donc c'est un peu curieux, si vous voulez. Rémunérer, ça c'est prendre le problème par le petit bout de la lorgnette. On règle le problème par l'argent, comme si le problème c'était l'argent. Comme si la reconnaissance, finalement, supposait l'argent. Il faut qu'on arrête de tout penser avec le fric dans ce pays. Peut-être qu'à un moment donné, il s'agit juste de venir considérer d'abord ce que c'est qu'une famille. Et est-ce qu'on a mis la place suffisante sur la famille? C'est ça le problème de fond. Et aujourd'hui, le problème, vous parliez tout à l'heure, c'est intéressant parce que vous évoquiez un peu incidemment ce choc culturel. Est-ce qu'on pourrait se poser la question de savoir, sans s'attirer les foudres outre mesure, est-ce qu'on a le droit de s'interroger sur le point de savoir si une famille musulmane, par exemple, ou une famille juive, peu importe, a effectivement la même vision de la famille qu'une famille française, chrétienne, ce que vous voulez. Je le dis différemment. Dans une société polygame, par exemple, est-ce que, concrètement, la vision de la famille est la même que celle qu'ont les chrétiens? Non. Est-ce que la place de la femme dans la famille musulmane est la même que celle dans la famille chrétienne contemporaine? Pas forcément. Donc, forcément, ça pose un problème. C'est que déjà, vous ne vous accordez pas sur la définition. Vous ne vous accordez pas sur un certain nombre de points. C'est là où le vivre ensemble, il touche à ses limites. C'est là où les types qui raisonnent en termes d'immigration butent sur une difficulté. C'est que ça entraîne en cascade plein de problèmes. Pas seulement le problème de la délinquance, qui est presque caricatural. Pas seulement le problème de l'accueil, qui est presque aussi caricatural. Non, ça pose des problèmes socio-culturels absolument majeurs. Mais comme nous n'avons plus de culture et que nous n'avons plus de communauté de destin, forcément, vous avez effectivement une difficulté. Et je termine sur un point. Je reviens un instant en arrière. Moi, je trouve que l'islam, par exemple, devrait quand même nous enseigner des choses. C'est extrêmement intéressant ce qu'il nous enseigne, l'islam. Il nous enseigne que finalement, la religion qu'on pensait sortie du périmètre, on peut la réintégrer quand on veut, et que ça ne pose aucun problème. Aucun. Que finalement, quelque part, avoir une vie communautaire avec ses propres boucheries, ce grand débat de Zemmour avec les boucheries halal, ça prouve que finalement, il n'y a aucune difficulté pour avoir une identité, par exemple tout à l'heure, que finalement, revendiquer une identité est possible. Et que ça pose aucun problème quand vous revendiquez une identité et que vous l'assumez. C'est super encourageant, non? Et est-ce qu'on pourrait pas se dire, tu es des tiens tu es des miens parce que tu es des tiens, et en quelque sorte se dire que finalement, le chrétien est peut-être plus proche du musulman que du woke transgenre GPA, PMA, qui a deux papas, 8 mamans, 4 fils et qui regarde la télé-réalité. Voilà, est-ce que c'est ça la question? Mais absolument. Je veux dire, vous parlez à quelqu'un qui est chroniqueur sur Beurre FM, mais absolument. Et c'est-à-dire qu'au fond, le problème de fond, si vous voulez, là c'est un débat intéressant, parce que cependant, les chrétiens n'ont pas compris que si vous voulez effectivement avoir un dialogue avec l'islam, ça supposait une chose, d'être chrétien. Et comme on sait plus ce qu'être chrétien, et qu'actuellement on trouve le moyen de faire la guerre à Dominique Ray à Toulon, au séminaire de Toulon, donc forcément, si vous voulez. Mais je vais vous dire, on parlait tout à l'heure de la postmodernité, quelque chose de vrai là-dedans. Mais ça montre peut-être quelque chose d'intéressant. Je connais bien ces travaux, ça montre quelque chose d'intéressant. C'est qu'au fond, peut-être que c'est la modernité qui a échoué. Peut-être qu'au fond, le modernisme a échoué. Peut-être qu'on a associé, on a pensé qu'on pouvait lier le progrès technologique au progrès social, au progrès humain, qu'on a fait une espèce de cote un peu mal taillée, une espèce de truc un peu informe en se disant que plus j'allais évoluer
technologiquement, plus j'allais... Vous savez, c'est ce fameux indice de bonheur brut, quelque part, où finalement, on est venu expliquer d'une certaine façon que plus, pour faire simple, plus j'allais progresser technologiquement, plus ça allait m'apporter le bonheur. Et on découvre qu'on a une société complètement perdue, qui ne sait plus du tout qui elle est. Parliez d'identité, mais Sarkozy a eu tort de parler de l'identité nationale. Parce que finalement, la façon dont il en a parlé avait pas plus de sens que ceux qui nient l'identité. L'identité, c'est pas l'identitarisme, ça veut rien dire finalement quelque part. L'identité, elle est d'abord personnelle. C'est quoi l'identité de chacun? C'est quoi l'identité dans cette pièce? Est-ce qu'il y a une question, vous savez, qui est fascinante? Encore une fois, si on voulait faire des travaux, un minimum de sociologie, il faudrait reprendre les évangiles à certains égards. Il y a une question qui est fascinante et qu'on devrait se poser. Regardez cette scène absolument fascinante. Vous avez Jésus après son baptême, Jean-Baptiste désigne celui-ci auprès de ses disciples comme l'agneau de Dieu. Très bien. Les disciples de Jean-Baptiste vont le suivre de loin. Le texte dit, ils le suivirent de loin. D'abord, première question, pourquoi de loin? C'est intéressant comme question, pourquoi de loin? Bon. Deuxième question, le Christ se retourne et leur pose cette question incroyable. Que cherchez-vous? Et vous voyez, dans ma vie, c'est Monseigneur Yves Le Sceau, quand il était supérieur de chaplain de Paray-le-Monial, un jour s'est adressé à nous en nous disant, et si là, dans votre vie, le Christ se retournait et vous posait cette question à 25 ans, à 26 ans, que cherchez-vous? En sachant que de votre réponse va finalement dépendre toute votre vie. En sachant que de la réponse que vous allez faire va dépendre tout le reste de votre vie. Que cherchez-vous? Elle est fabuleuse, cette question. Et est-ce qu'on est capable d'y répondre? Parce que alors du coup, eux vont répondre avec cette magnifique réponse. Maître, où demeures-tu? Dans une société qui passe, dans une société de la modernité, dans une société du progrès, j'aime ce mot de demeurer. J'aime ce mot, presque ce côté un peu statique, ce mot demeurer, ce mot tellement important dans les évangiles du mot demeurer pour notre société qui passe. On est une société qui passe, avec effectivement moi j'ai découvert, là pendant le Covid, j'ai eu le Covid, j'ai eu l'occasion de découvrir TikTok, mais putain, mais ce truc c'est l'enfer. Je comprends pas que des gens puissent... Mais ce truc, voilà, truc qui passe, on passe. Cette société très symbolique de notre société, qui passe, en fait. Et bien voilà que la question des disciples, c'est où demeures-tu? Et cette invitation, cette réponse du Christ est magnifique. Venez et voyez. Pas, encore une fois, pas de réseaux sociaux avec un truc prometteur, j'ai rien à vous promettre. C'est donc, il y a toujours la liberté de l'homme là-dedans. Demeurez, que cherchez-vous? Venez et voyez. On a tout pour notre vie. On a absolument tout résumé en une scène. Que cherchez-vous? Est-ce que ici, dans cette salle ce soir, est-ce que fondamentalement, cette question, tout le monde est capable d'y répondre? Le bonheur, il commence le jour où vous êtes capable de répondre à cette question. Le bonheur, il commence le jour où vous êtes capable de dire où demeures-tu. Il n'y en a pas d'autre. D'autres chemins de bonheur, il n'y en a pas. Parce que si que cherchez-vous, c'est l'argent, si que cherchez-vous, c'est la gloire, si que cherchez-vous, c'est la notoriété, c'est mort. C'est mort. Vous allez être heureux pour un temps, quelque temps, mais guère plus. Parce qu'à un moment donné, dans le où demeures-tu, il y a effectivement cette idée précisément de ce qui est pérenne, cette idée de ce qui reste, de ce qui traverse. Or, qu'est-ce qui traverse? On est une société où, finalement, on parlait tout à l'heure de racines chrétiennes, et c'est forcément un peu vrai. Ça a traversé. Ça c'est demeuré parce que ça a traversé les siècles. Qu'est-ce qui dure plus de 6 mois dans notre société? Qu'est-ce qui dure plus d'1 an? Qu'est-ce qui dure plus d'une génération? Rien, et encore une génération, je suis gentil. Je veux dire, vous n'avez plus, en fait, cette idée de demeurer. C'est le mot le plus fort. C'est François-Xavier Bellamy qui a écrit un magnifique ouvrage là-dessus. Je veux dire, on a une société du mouvement. Il faut bouger tout le temps, tout le temps, tout le temps. Regardez comme ça a été intéressant. On nous a privés de la liberté. Mais d'où tu m'as privé de ma liberté? Liberté de quoi? Qui prend ma liberté? Je veux dire, quelle liberté? De quoi tu parles? Je vous ai interdit le mouvement. Donc on a associé la liberté au mouvement. Alors que peut-être, il s'agissait de découvrir dans cette crise que la liberté elle est un état de l'âme avant d'être un état du corps, avant d'être un état du mouvement.
qu'elle est d'abord un état de l'esprit, un état de l'âme. Mais ça, est-ce qu'on est encore capable de l'entendre? C'est toute la question. Fabrice Divisio, merci beaucoup. Je vous en prie. D'être venu parmi nous. Avec plaisir. Parmi les Clochassès. Merci beaucoup à tous ceux qui ont aidé à préparer cette émission. Merci beaucoup à tous. Salut et fraternité. Très bien, bravo.